Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de RT en français et For You Media Africa. Bienvenue dans ce journal et pour cette édition spéciale consacrée à l'un des jours les plus importants pour le monde entier, la victoire sur le nazisme lors de la Seconde Guerre mondiale. Avec vous, les présentateurs Amine Toutar de RT en français et Siki Doumbé de For You Media Africa. Nous commençons. Donc il reste environ 1 heure avant le défilé de la victoire, mais les préparatifs d'un événement aussi important sont déjà sur le point de s'achever. Tous les détails de cette fête grandiose avec nos correspondants répartis dans tout le centre de Moscou. Myriam Fodjou, bonjour. On commence avec vous. Vous allez bientôt observer ce défilé avec une vue surplombant la place rouge. Une vue magnifique, n'est-ce pas Myriam ? Alors effectivement, Amine, une vue effectivement magnifique. On peut même voir la forteresse même du Kremlin où vont donc se dérouler les festivités du 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme allemand. Alors ça va faire 80 ans que l'Union soviétique a donc sauvé le monde, l'Europe et même la France qui, je rappelle, était tombée en 43 jours seulement alors que l'armée soviétique, elle, a tenu 1418 jours tout le long de cette Seconde Guerre mondiale, enregistrant ainsi les pertes les plus massives. On parle souvent de 27 millions de morts. Alors ces millions de soldats sont certes tombés, mais leur mémoire reste vivante. La Russie célèbre donc aujourd'hui la paix acquise au prix du sang et non la guerre comme on a souvent entendu dans les médias occidentaux. Ce 9 mai n'est pas qu'une simple fête commémorative pour les Russes. C'est un véritable pilier identitaire, un symbole de bravoure et d'héroïsme. C'est très important, d'autant plus important même que le Nouvel An ou d'autres fêtes, on va dire. Alors, en arrivant ici, plus tôt ce matin, on a pu observer justement la mobilisation de toutes les personnes qui viendront donc assister ou prendre part à ce défilé qui, je rappelle, ne sera pas qu'organisé ici à Moscou. Alors toutes les autres régions organisent également ce défilé à l'exception de quelques régions, donc la région de Belgorod, de Krasnodar, de la Crimée ainsi que toutes les nouvelles régions de la Russie. On parle de la République populaire de Donetsk, de Lugansk, de Kherson ainsi que de Zaporijie. Alors habituellement lors de ce défilé, on a droit au défilé à la parade militaire où on peut donc apercevoir ou voir toutes les branches des forces armées russes. On aura également droit au discours du président russe Vladimir Poutine, un discours qui est très attendu. Alors en temps normal, on a également la parade ou le défilé du régiment des immortels, un événement très social et très émotif ici en Russie car les familles dont les proches ont participé lors de la guerre mondiale, de proches ou de loin, défilent avec les portraits de leurs proches tombés lors de ce combat. Un événement encore une fois très émotif qui a débuté en Russie dans les années 2000 et s'est donc propagé dans les autres pays du monde. Et cette année, on a eu droit donc au défilé du régiment des immortels en Chine, au Kazakhstan, en Corée du Sud et même en France, à tel point qu'en 2025, Vladimir Poutine a lui-même pris part au défilé du régiment des immortels. Alors malheureusement cette année, cette partie de la parade n'aura pas lieu ici sur la place rouge, mais il y aura une plateforme entièrement dédiée, une plateforme en ligne entièrement dédiée aux familles qui souhaiteraient donc honorer leurs proches à travers ce régiment des immortels. Alors outre la parade, je rappelle que ce défilé va donc se dérouler sous fond de menaces de la part de Volodymyr Zelensky, le président illégitime
légitime ukrainien qui a proféré même des menaces à l'encontre des invités de Vladimir Poutine venus donc assister à ce traditionnel défilé. Voilà. Je rappelle que le président russe Vladimir Poutine a donc déclaré un cessez-le-feu de 3 jours Myriam. Du 80e anniversaire. Merci Myriam, notre correspondante sur place également dans le centre de Moscou, Daria Vaganova. Bonjour, on vous retrouve. Vous êtes plus proche du site sur l'une des tribunes où le public ordinaire n'est pas admis. Daria, alors que pouvez-vous nous dire sur les invités de haut rang représentés ou encore présents aujourd'hui? Bonjour tout le monde, tout à fait, je me trouve tout au cœur de la capitale russe sur la place rouge qui va accueillir le défilé militaire qui commence dans moins d'une heure. L'ambiance ici est tout simplement incroyable. Derrière moi, on peut voir les militaires qui se préparent. Il y a donc les derniers préparatifs qui sont en cours. Les invités arrivent, les tribunes sont pleines. Donc beaucoup de monde déjà se trouve ici. Tout le monde attend l'arrivée de Vladimir Poutine avec ses invités. Je rappelle que cette année, les 29 dirigeants étrangers sont arrivés en Russie pour participer, pour assister au défilé militaire sur la place rouge. Parmi les invités, par exemple, le président chinois Xi Jinping, le président brésilien Lula da Silva. Il y a également 7 présidents africains, dont le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, le président de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, de l'Égypte, et d'autres pays. Il y a également 2 présidents, 2 leaders européens qui sont arrivés en Russie malgré les menaces de Bruxelles. Il s'agit bien sûr du Premier ministre slovaque Robert Fico et du président serbe Aleksandar Vučić. Je rappelle que leur déplacement était vraiment compliqué car l'Estonie n'a pas autorisé le vol de Robert Fico au-dessus de son espace aérien, et pour Aleksandar Vučić, la Lettonie et la Lituanie ont fermé leur espace aérien. Mais malgré tout, ils sont arrivés. Pour Vladimir Poutine, il s'agit d'un vrai marathon diplomatique. Le 7 mai, il a tenu déjà 4 réunions bilatérales avec les présidents du Venezuela, de Cuba, de la Mongolie et du Congo. Hier, la journée d'hier a été consacrée aux relations russo-chinoises. Il a accueilli au Kremlin Xi Jinping. Les négociations ont duré plus de 7 heures, ce qui est vraiment impressionnant. Et hier soir, la veille du 9 mai, Vladimir Poutine a accueilli au Kremlin tous les dirigeants. C'était un dîner solennel qui était consacré bien sûr au 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Le défilé militaire se compose traditionnellement de 3 parties. Tout d'abord, c'est le passage des militaires. Traditionnellement, à partir de l'année 2022, les participants de l'opération militaire spéciale y participent. Après, c'est l'équipement qui passe. Et 3e partie, la plus spectaculaire, c'est la partie aérienne. Chaque année, ça dépend du temps qu'il fait. Ici, la partie aérienne va avoir lieu, mais cette fois, j'espère, il n'y a pas de doute qu'il va avoir lieu car il fait très beau. Donc, je rappelle que dans 40 minutes, à 10h du matin, heure de Moscou, le défilé militaire va commencer sur la place rouge. Un des moments clés du défilé, ce sera bien sûr le discours de Vladimir Poutine. On attend et donc je vous retrouve avant le défilé militaire. Très bien, très bien. Merci à vous, Daria, pour ces premières précisions. Et de Daria Vaganova, on passe à Antoine Clairaut. Antoine, bonjour. Alors, vous avez vu de vos propres yeux, Antoine, les véhicules militaires qui vont défiler au niveau de la parade, au niveau de la place rouge. Antoine, est-ce qu'on peut avoir un aperçu sur ce qu'on va voir ? Oui, bien sûr. Et plus que ça, en plus, j'ai pris part, je me suis assis dans un de ces véhicules pour arriver jusqu'à l'avenue Tverskaya sur laquelle je me trouve. En ce moment, en fait, tout a commencé tôt ce matin, même avant le lever du soleil. J'ai retrouvé tous ces véhicules, ils sont 183 véhicules militaires. Donc je les ai retrouvés dans un point de rassemblement au sud de Moscou. Et ensuite, tout ce convoi, toutes ces colonnes se sont déplacées. On fait le tour du centre-ville par l'est et pour descendre via donc cette avenue.
Il y a un peu plus d'1 heure maintenant qu'ils sont stationnés ici. Donc pour vous donner un petit peu le menu, il y a déjà beaucoup de véhicules différents, de toute taille, de tous âges. Il y a même le fameux T-34, vous savez, c'est ce symbole, ce char qui a participé à la libération de 130 villes, que ce soit en Russie, enfin sur le territoire de l'URSS, en Pologne, en Allemagne, jusqu'à Berlin. Ce char est arrivé, donc c'est un petit peu le symbole de ce défilé. Ça date pas de cette année, bien sûr. Après, il y aura ses grands frères, les T72, T80, T90 modernisés ou encore le T14 Armata, voilà pour les chars. Après, de très nombreux véhicules, on peut voir derrière moi des 4x4 d'une taille impressionnante, mais aussi des véhicules de reconnaissance, des véhicules... Moi, par exemple, j'ai pris place à bord d'un véhicule de combat d'infanterie. Alors, c'est pas très confortable, bien sûr, mais il y a une tourelle, des chenilles, c'est vraiment fait pour le combat. Après, première également à l'occasion de ce défilé des 80 ans de la victoire, eh bien, ce seront des drones qui seront présentés sur leurs véhicules, sur leurs camions, mais des drones de conception russe, les Orlan et les Lancet. Donc vous le savez maintenant, à cause de ce conflit en Ukraine, eh bien, les drones ont complètement rebattu le champ de bataille et on ne fera plus la guerre comme avant grâce à l'intervention maintenant de ces drones. Donc ce sont des drones d'observation que vous pourrez voir défiler sur la place rouge d'ici un peu moins de 45 minutes, un peu plus de 45 minutes. Également toute la partie des engins liés à l'artillerie avec des lance-roquettes multiples, mais aussi des engins porteurs des fameux missiles Iskander qui sont très connus pour leur précision, ou encore dans une autre gamme, les systèmes de défense antiaérienne, les S-300, les S-400 qui permettent eh bien, d'interdire le ciel à des avions, à des missiles ennemis, très utiles bien sûr pour sécuriser un endroit stratégique sur le front ou même sécuriser une ville comme Moscou, disposer plusieurs S-300 ou S-400, c'est l'équivalent du Patriot américain en Russie. Alors que dire d'autre? Également le dernier véhicule qui passera sur la place rouge pour ce défilé militaire, eh bien c'est le plus gros, le plus imposant, vous ne pourrez pas le louper. Il s'agit du Yars. C'est un missile stratégique, c'est le fleuron en fait du groupe mobile des forces nucléaires russes. Et ça, vous le verrez, c'est celui qui fait le plus de bruit, le plus gros, le plus imposant. Et un détail que j'aimerais vous faire remarquer, sur le flanc de tous les véhicules qui participent à ce défilé, eh bien vous voyez ce fameux ruban orange et noir avec cette étoile rouge au milieu. C'est le ruban de Saint-Georges, donc le symbole de la victoire sur le nazisme il y a de cela 80 ans aujourd'hui même. Antoine Clairaut, notre correspondant, merci pour ces précisions. Bassem Chemi, nous allons terminer avec vous, avec une question qui nous brûle les lèvres. Est-ce que vous pensez que cette fête restera dans les annales ? Bonjour à tous, effectivement, est-ce que cette fête va rester dans les annales? Ça, on va le savoir dans quelques instants quand le défilé commencera. Mais tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce défilé sera une réussite, un succès pour la population russe. Et il rappellera aussi les autres défilés qu'il y a eu. Je vous rappelle que depuis 1945, chaque année, on célèbre ce jour de la victoire, un jour commémoratif, un jour pour ne pas oublier cette victoire de l'armée soviétique et puis cette défaite de l'Allemagne nazie. Donc cette année, 80 ans, un anniversaire remarquable. C'est pour ça que depuis très tôt ce matin, déjà le périmètre a été quadrillé, tout a été préparé minutieusement pour que puisse réussir cette célébration aujourd'hui ici à Moscou, même en Russie. Et puis, comme vous pouvez voir juste derrière moi, et puis Antoine en parlait à juste titre, le fameux char T-34 qui est le symbole de cette victoire, le symbole de cette époque qui défilera ici. On peut dire un peu que c'est la star un petit peu de ce défilé. Progressivement, ils sont tous stationnés ici. Là, on se trouve actuellement sur la place du Manège. Pour vous situer un petit peu, cette place qui juxtapose la place rouge, là où le défilé aura lieu, là où vraiment le cœur des festivités aura lieu dans quelques temps, comme l'ont dit et précisé mes collègues. Pour l'instant, on attend que tout ça commence, mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà que l'effervescence et la joie est assez palpable ici en plein cœur de Moscou sur cette place. Donc comme vous avez dit, est-ce que cette célébration va rester dans les annales? Je pense que oui, mais je pense aussi que toute célébration est restée dans les annales et a marqué son temps et
son époque. Pour vous citer quelques-unes de ces célébrations, on peut prendre par exemple celle de 1945 qui a été la première et qui a été organisée avec 12 régiments. Et parmi ces 12 régiments, on comptait des milliers de soldats qui représentaient les différents corps de l'armée russe. Tous avaient défilé pour ce premier défilé. Et puis on veut citer également celui de 1985 qui symbolisait les 40 ans du jour de la victoire. Et puis à cette occasion, les soldats avaient défilé avec des tenues d'époque pour rappeler un petit peu cette période comme un clin d'œil à l'histoire, comme un retour en arrière à l'histoire pour que les générations qui n'avaient pas connu cette période-là puissent la revivre en taille réelle le jour de cette victoire qui a été en 1945 et ça c'était pour les festivités de 1985. On peut également parler rapidement, avoir un clin d'œil sur ce défilé qu'il y a eu dans les années 2000 où des soldats, des vétérans avaient marché à pied sur cette place rouge durant cette cérémonie, ce défilé. Des vétérans à pied, c'est tout un symbole, une symbolique assez puissante comme pour dire que malgré tout ce qui s'est passé, l'armée russe reste debout. C'est un signe d'abnégation, un signe de courage qu'ont pu vivre les spectateurs qui étaient présents dans cette année 2000 pour cette fête de la victoire. Journée de la victoire aujourd'hui, on est en 2025, 80 ans qui seront célébrés aujourd'hui. Donc pour le moment, on attend encore. Tout ce qu'on peut dire, c'est l'effervescence est palpable. Je pense même que, comme le disait Amine et comme vous le disiez tous, que peut-être cette édition restera dans les annales. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque édition restera dans les annales et chaque édition a sa particularité, a ce côté émotif, a cette sensibilité pour nous faire revivre cette victoire en 1945, victoire de l'armée soviétique et puis la capitulation de l'Allemagne nazie. Donc, comme l'ont dit mes collègues, on va attendre encore quelques temps pour que vraiment le cœur même de ces festivités puisse commencer et qu'on puisse assister ici à Moscou, dans la capitale russe, à la célébration de ce jour qui est célébré par tous les Russes, le jour de la victoire. Donc on reviendra bien sûr dans les prochaines éditions pour vous faire vivre avec mes autres collègues toute cette journée exceptionnelle ici et on pourra répondre à votre question, est-ce que cette édition restera dans les annales ou non? Très bien. Merci à vous, Bassem Chebbi. Merci surtout pour cet aperçu historique. C'était donc, mesdames et messieurs, tous les correspondants de RTR en français qui suivent de près le défilé depuis les différents endroits de Moscou afin de ne rien rater. Et nous reviendrons un peu plus tard avec plus de précision. Mais en attendant, passons à d'autres actualités consacrées à la journée de la victoire sur le nazisme lors de la Seconde Guerre mondiale. Les anciens combattants de la Grande Guerre patriotique sont de moins en moins nombreux. Chaque année, les souvenirs de ceux qui ont connu cette guerre sont d'autant plus précieux. Et justement, notre reporter Daria Vaganova a eu la chance de s'entretenir avec Michael Peimer, âgé de 102 ans et qui a fait toute la guerre et qui aujourd'hui assistait à ce défilé, bien sûr militaire, sur la place rouge. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Commencé le 22 juin 1941, la Grande Guerre patriotique a pris au dépourvu l'URSS. L'Allemagne nazie a non seulement tué 26,6 millions de soviétiques, militaires et civils, elle a aussi privé de jeunesse ceux qui n'ont pas eu l'occasion de profiter des meilleures années de leur vie. Notre héros est Mikhail Peimer, né en 1923, le jour où les nazis ont attaqué l'Union soviétique. Il avait 18 ans et venait de terminer sa première année à l'école militaire Krasine de Moscou. On nous a alignés dans la cour et il y avait le directeur de l'école militaire, le colonel Bajanov, et tous les officiers. Ils sont montés sur l'estrade et nous ont annoncé que la guerre avait commencé. Même après le début de la guerre, l'école a continué à fonctionner selon le même horaire qu'en temps de paix pendant encore un mois ou un mois et demi. Mais avant de se retrouver sur le front, Mikhail et ses camarades ont dû faire face aux épreuves à Moscou. Marchant en colonne, ils patrouillaient les rues centrales de Moscou environ 3 fois par semaine. Ils combattaient des saboteurs et des espions, éteignaient des incendies et luttaient contre le pillage et le banditisme, alors que les nazis s'approchaient de la capitale russe. À Moscou,
Le jour le plus dur a été le 26 octobre 1941, lorsqu'une terrible panique s'est répandue. On disait que les Allemands étaient sur le point d'entrer dans la ville. Avec des ballots, des sacs, les enfants et des valises, certains en voiture, d'autres à pied, tout Moscou s'est dirigé vers l'avenue des Enthousiastes en direction de Nijni Novgorod. Nous, tous les élèves de l'école militaire et de l'académie militaire, nous avons arrêté ce flot de gens en panique. La bataille de Stalingrad, qui s'est tenue du 17 juillet 1942 au 2 février 1943, est la plus grande bataille terrestre de l'histoire de l'humanité, qui, avec la bataille de Koursk, est devenue un tournant dans les opérations militaires de la Grande Guerre patriotique, après laquelle les troupes allemandes ont finalement perdu l'initiative stratégique. Mikhail Peimer y a participé. Le 23 août, le commandement allemand à Berlin a donné un ordre et les troupes autour de Stalingrad ont lancé des offensives massives. En 2 jours, 2 armées aériennes ont fait non pas des centaines, mais des milliers de vols de combat. Le 23 août, en une seule journée, la ville de Stalingrad a cessé d'exister. Il ne restait que des ruines terribles, des barricades et jusqu'à l'usine de tracteurs. C'est 90 km le long des rives de la Volga. La ville avait cessé d'exister. Il existe différentes statistiques. Ce jour-là, des enfants, des femmes, des personnes âgées, bref, de 42 à 60 000 civils ont été tués. Et c'est grâce à l'opération offensive Uranus que les soviétiques ont pu encercler les forces allemandes et autres forces de l'Axe autour de Stalingrad et ainsi remporter la bataille. L'opération Uranus a été brillamment conçue. L'état-major a conçu une opération comme il n'en a jamais existé auparavant, que personne n'a jamais conçue et qui ne pourra plus jamais être reproduite. On n'en verra jamais de semblable, ni en Ukraine, ni aux États-Unis, ni en Chine. C'était le génie de l'art de la guerre. Nous avons mené cette opération tout aussi brillamment. La participation dans la Grande Guerre patriotique s'est terminée pour Mikhail Peimer de manière inattendue. En avril 1945, plusieurs semaines avant l'entrée de l'Armée rouge à Berlin, il a été arrêté et condamné à 10 ans de travaux forcés. Nous avons vu comment nos prisonniers de guerre se faisaient embarquer dans des wagons sous escorte avec des bergers allemands et des fusils. Le lendemain, je suis allé au bureau politique et j'ai déclaré que je n'étais absolument pas d'accord avec cela. Après une tentative de défendre les prisonniers de guerre soviétiques, Mikhail Peimer fut accusé de propagande anti-soviétique et de diffamation contre Staline. Il fut expulsé du parti et placé en détention. Il a été privé de toutes ses médailles et décorations et a été réhabilité qu'en 1965. J'ai été réhabilité après que tous les autres furent déjà réhabilités. Mais cette situation n'a pas cassé Mikhail Peimer. Au contraire, après toutes ces années, il ne regrette rien. Il est très actif, positif, étant utilisateur des réseaux sociaux, il sort souvent dans les théâtres et adore partager ses mémoires avec les jeunes. Mais quel est le secret de son optimisme et de sa longévité? Mais je sais une chose, on a des droits et des devoirs, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Certains estiment qu'ils n'ont que des droits, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et quant au reste, on n'y est pour rien. Vous m'avez appelé et je savais que vous viendriez demain, que je devais me présenter devant vous non seulement vivant, mais aussi en bonne santé et prêt à répondre à vos questions. C'est le devoir qui mobilise le corps. Malheureusement, les vétérans de la Grande Guerre patriotique sont de moins en moins nombreux chaque année. Les souvenirs de ceux qui ont survécu la guerre sont d'autant plus précieux. Mais la Russie est fière des hommes comme Mikhail Peimer qui sont des vrais patriotes, qui transmettent leurs valeurs aux jeunes générations et qui seraient prêts à tout sacrifier pour la patrie. Et justement, la ville de Volgograd sera renommée pour 2 jours à l'occasion de la fête de la victoire. Stalingrad, tel fut le nom de cette ville russe dont l'histoire contient des pages aussi glorieuses que tragiques.
Et pourquoi cette ville a-t-elle une place tellement importante dans l'histoire de la Grande Guerre patriotique? Les précisions avec Antoine Clairaut, reporter de RT en français. Bienvenue à Volgograd, ou bien devrais-je dire Stalingrad, comme c'est écrit derrière moi en cyrillique. En effet, le temps des célébrations du 9 mai, la ville recouvre son ancien nom. Le président russe a même récemment signé un décret venant renommer l'aéroport international de Volgograd en Stalingrad, en hommage à cette bataille déterminante. Mais d'ailleurs, pourquoi a-t-elle été si importante? Et pour commencer, pour quelles raisons les nazis l'ont-ils prise pour cible? Les nazis attachaient vraiment une très grande importance à la prise de Stalingrad pour plusieurs raisons. Premièrement, notre ville était un très grand centre de transport. C'est par là que passaient plusieurs voies navigables, notamment celles qui servaient à transporter du Caucase le pétrole si indispensable pour poursuivre la guerre. Les chars, les avions et d'autres équipements avaient besoin de carburant, bien entendu. Cela avait une importance majeure. Comme notre ville se trouve sur la Volga, les principales voies de transport fluvial passaient par là. La ville était aussi un important centre ferroviaire. Cela a également joué un rôle. Et bien sûr, c'était un grand centre industriel. 129 usines différentes y étaient implantées, dont des géants industriels comme par exemple l'usine de tracteurs de Stalingrad qui a commencé à fabriquer des chars. C'est l'usine de tracteurs de Stalingrad qui a produit 40% des T-34 du pays. Et bien sûr, le nom même de la ville. S'emparer de la ville portant le nom de Staline aurait sans doute représenté une sorte de victoire morale. Bien évidemment, l'ennemi ne pouvait pas ne pas s'en rendre compte et cherchait à s'emparer de Stalingrad à tout prix. Stalingrad, c'est avant tout une bataille d'hommes, l'épopée de millions de soldats. Certains y auront connu la mort, d'autres la gloire, mais tous y auront vécu l'enfer, la boue, le froid, la neige, la faim, le sang. L'objectif principal des troupes soviétiques consistait à empêcher l'ennemi d'atteindre la Volga et à tenir leur position à tout prix. En novembre 1942, le plan de la contre-offensive Uranus a été élaboré. D'importantes forces ont été transférées ici. Le rapport de force s'est plus ou moins équilibré et les troupes soviétiques sont passées à l'offensive. Avant le début de la contre-offensive, presque tout l'automne, de la mi-septembre jusqu'à novembre, a été marqué par des combats de rue extrêmement acharnés. Il s'agissait de combats pour chaque rue, pour chaque immeuble, où les avancées se mesuraient en mètres. Passer à la rue voisine constituait déjà un succès. Il arrivait souvent que les troupes soviétiques occupent un étage et les nazis un autre. Ils échangeaient des tirs à travers des trous, des ouvertures dans les murs. Tous se trouvaient donc à proximité immédiate. Parfois, les positions ennemies n'étaient qu'à quelques dizaines de mètres des nôtres. C'est à ce moment-là qu'un décret imposé par Staline a fait date. L'ordre numéro 229 du commandant suprême Staline est entré dans l'histoire sous ce nom qui en exprimait l'essence, l'appel. Il visait principalement à arrêter le retrait des troupes soviétiques, un retrait forcé car l'ennemi disposant d'une supériorité considérable avançait très vite. Cet ordre interdisait l'abandon des positions sans instruction du commandement supérieur. On peut constater que cet ordre a effectivement été mis en œuvre à Stalingrad, bien que les troupes soviétiques aient été surpassées en nombre. Quoi qu'il en soit, elles ont entraîné l'ennemi dans de longs combats aux abords de Stalingrad, dans les steppes du Don, mettant ainsi en échec le projet de l'ennemi de s'emparer de la ville en une semaine, car selon ses estimations, la ville aurait dû être prise le 25 juillet. À l'issue de la bataille de Stalingrad, première défaite d'ampleur pour les nazis, Churchill, Roosevelt et Staline se rencontrent pour la première fois à Téhéran et décident de l'ouverture d'un second front à l'ouest. L'occasion également pour les Britanniques de saluer symboliquement la victoire des Soviétiques. Le monde entier pratiquement a suivi le cours de la bataille de Stalingrad et était en admiration devant cette victoire véritablement glorieuse emportée par l'armée soviétique. De nombreux pays ont tenu à témoigner de leur admiration pour la victoire de Stalingrad. Le roi de Grande-Bretagne, George VI, a commandé la fabrication d'une épée d'honneur pour l'offrir à la ville héroïque
de Stalingrad. Cette épée est exposée au musée Panorama Bataille de Stalingrad. Winston Churchill, Premier ministre britannique, a transmis l'épée à Joseph Staline lors de la conférence de Téhéran. Cette épée a été fabriquée sur commande et sa lame porte l'inscription suivante, citation, « Aux habitants de Stalingrad, forts comme l'acier de la part du roi George VI, en témoignage de la profonde admiration du peuple britannique. » Fin de citation. Elle est décorée de cristal de roche, d'or, d'argent et a un magnifique fourreau sur lequel sont gravées les armoiries de la famille royale des Windsor. Mais après 6 mois et 22 jours de combats âpres et intenses, la ville était en ruine. 91% des bâtiments entièrement détruits. Une fois les combats terminés, il s'agissait essentiellement de reconstruire la ville. Non pas de la restaurer, mais bien de la rebâtir entièrement. Il ne reste que quelques dizaines de maisons d'avant-guerre. Toutes les autres ont été construites après la fin de la bataille de Stalingrad et de la Grande Guerre patriotique. Il convient toutefois de noter que la reconstruction de Stalingrad a commencé presque immédiatement après la bataille. Les combats de la Grande Guerre patriotique n'était pas encore terminée quand le présidium du Conseil suprême de l'URSS a émis un décret sur la restauration de Stalingrad et c'est devenu une véritable cause nationale. Des brigades de volontaires ont été créées, principalement composées de femmes, car les hommes continuaient à se battre au front. Les brigades féminines, le mouvement Tcherkassova, du nom de son initiatrice Alexandra Tcherkassova, s'engageaient de manière purement volontaire et avec cœur à reconstruire les maisons de Stalingrad après leur journée de travail. Dans le Volgograd d'aujourd'hui, on trouve encore certains bâtiments qui ont été conservés tels quels depuis la fin de la guerre, témoins de la violence des combats. Lorsque la ville était en cours de reconstruction, la décision a été prise de laisser quelques bâtiments tels quels, non restaurés, comme rappel des destructions terribles causées par la guerre. L'un des plus connus et des plus marquants de ces bâtiments est le moulin Gerhardt, ou moulin Groudinine, comme on l'appelait à l'époque soviétique. C'est un bâtiment en briques rouges de 4 étages. Lors de la bataille, le poste d'observation et de commandement du 42e régiment de la 13e division d'infanterie de la garde s'y trouvait. C'est depuis ce bâtiment que les zones voisines étaient défendues. En face du moulin se trouve la légendaire maison Pavlov, un immeuble que les soldats soviétiques ont défendu pendant 58 jours. Non loin du moulin, derrière la maison Pavlov, se trouvait un territoire neutre et encore plus loin, les positions ennemies. L'adversaire essayait bien sûr d'atteindre la Volga, c'était son objectif principal. En défendant cette zone, les soldats de la 13e division d'infanterie de la garde, sous le commandement d'Alexandre Rodimtsev, ont empêché l'ennemi de réaliser ce projet. Cet immeuble, criblé d'obus, de bombes et de mines à moitié détruit, avec des ouvertures béantes à la place des fenêtres, incarne la dureté des combats à Stalingrad et témoigne de la vaillance des défenseurs de la ville. Pour commémorer la victoire et rendre hommage aux millions de victimes de cette grande guerre patriotique, a été érigée sur cette colline la sculpture monumentale que vous pouvez voir derrière moi. Un endroit qui n'a pas été choisi au hasard. Cet endroit était une position clé dans l'opération de défense de Stalingrad. Sur les 200 jours qu'a duré la bataille de Stalingrad, 135 ont été consacrés au combat pour le Mamaïev Kourgan. Ce n'est pas le point le plus élevé de la ville, mais c'est celui qui est le mieux situé à proximité du centre-ville. De son sommet, on peut voir la Volga et ses points de passage qui ont eu une importance colossale pendant la bataille. En effet, c'est de la rive gauche de la Volga qu'arrivaient les renforts. C'est pourquoi il était nécessaire de garder sous contrôle les points de passage, les voies navigables. On pouvait surveiller le centre de la ville, les quartiers industriels du nord. En fait, celui qui se trouvait à cette hauteur contrôlait la situation à Stalingrad. Et 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, cet ensemble mémoriel demeure un symbole non seulement de la victoire, mais aussi du sacrifice et de la détermination du peuple soviétique. Il s'agit de l'un des plus célèbres mémoriaux dédiés à la Seconde Guerre mondiale dans le monde entier. Et bien sûr, le monument principal, la statue de la mère patrie, est devenu le symbole de notre ville et le symbole de cette année, l'année du 80e anniversaire de la victoire lors de la Grande Guerre patriotique. La sculpture, la statue de la mère patrie sur Mamaïev Kourgan a été choisie comme emblème de cette année. Il y aura eu un avant et un
après Stalingrad. Cela aura été la dernière offensive d'ampleur entreprise par les nazis et le signal donné par les soviétiques à leurs alliés que l'armée d'Hitler n'était pas imbattable. Et c'est à partir de là, ici même, que le chemin de la victoire a pu s'ouvrir. Et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, cette ville de Volgograd symbolise tout ceci. Et face à la résurgence du nazisme, la plupart des peuples du monde se sont mobilisés en Afrique, en Europe et en Asie. Aujourd'hui, la Russie entretient la mémoire de ces événements tragiques dans l'espoir qu'ils ne vont plus se reproduire. Les nations africaines font de même. C'est pourquoi nous recevons aujourd'hui Arthur Tchiego, responsable du club Maison des Jeunes en Afrique du RUDN, qui nous expliquera comment la jeunesse africaine aujourd'hui perçoit la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Arthur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Arthur, vous, autant que jeune Africain, comment vous percevez aujourd'hui cet événement, cette date du 9 mai ici en Russie? Bonjour et merci déjà pour la considération. Déjà, pour moi, jeune Africain en Russie, le 9 mai est une date de respect et de mémoire. Bien que cette guerre ne fait pas directement partie de notre histoire, elle me rappelle tout de même. Elle attire tout de même mon attention et elle nous captive de par sa célébration et surtout aussi de par d'innombrables sacrifices qu'elle symbolise. Déjà, le 9 mai, c'est un jour fort, c'est un moment très fort de commémoration pour nous. Mais est-ce que vous avez justement appris cette partie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire soviétique dans votre pays? Bien évidemment. En Afrique, vous savez, en Afrique, l'étude de l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale est beaucoup plus axé sur la participation de l'Europe de l'Ouest dans notre indépendance, dans la lutte pour notre indépendance. Mais tout de même, l'Union soviétique est parfois mentionnée, mais pas assez en profondeur. Justement, Arthur, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça évoque pour vous aujourd'hui, la notion de résistance, vous autant que jeune Africain et dans le contexte africain? Vous savez, résister dans le contexte africain signifie la lutte pour la souveraineté et surtout la lutte pour l'indépendance économique en Afrique. Oui, le contexte actuel, oui. Le contexte actuel, chaque État africain actuellement est dans la lutte, recherche sa souveraineté et surtout son indépendance vis-à-vis de son économie. Mais justement, est-ce que ça veut dire, est-ce que vous pensez que la jeunesse aujourd'hui africaine s'intéresse donc justement à cette mémoire? Pourquoi ou sinon, pourquoi pas? Je dirais oui, mais pas vraiment assez. Parce que vous savez, oui, mais pas vraiment assez justement. Mais tout de même, il faut rappeler que le partage culturel, les échanges culturels entre la Russie et les jeunes Africains favorisent quand même et attirent et poussent les jeunes Africains à être un peu curieux de savoir plus sur cet événement que célèbre aujourd'hui la Russie, et de savoir qu'est-ce qui peut vraiment mobiliser autant de Russes, où qu'ils se trouvent, à donner autant d'importance à cette journée en fait. Oui, justement Arthur, comment votre club, votre institution participe et fait pour faire connaître cette histoire et faire connaître la Russie, surtout aux jeunes Africains? Nous avons au sein de notre club, auprès de la Maison de l'Afrique en Russie, nous organisons parfois des conférences, des tables rondes et des assises pour permettre à chaque jeune présent en Russie déjà de pouvoir connaître l'histoire du pays où il se trouve et aussi chercher à faire un rapprochement avec son propre histoire, l'histoire de son pays. Ça veut dire que, parce qu'on essaye de comprendre comment est-ce qu'on pourrait également construire cette mémoire partagée russo-africaine autour de cette date. Je dirais qu'il serait question ici d'organiser peut-être des séances de... On peut organiser par exemple des séminaires, des formations, en fait des échanges culturels et éducatifs dans ce sens, pour créer en fait un rapprochement entre l'histoire des peuples africains et l'histoire de la Russie. Vous pensez qu'il y a justement un lien, c'est-à-dire que, est-ce que vous faites un lien entre la mémoire historique et la quête de la souveraineté actuelle dans de nombreux pays africains? Bien évidemment, il y a un lien, le rejet de l'oppression. Le rejet de l'oppression, c'est le premier lien qui existe entre ces deux luttes. Nous avons aussi la défense des valeurs humaines. Je pense que ces deux points sont des points très marquants pour ces deux luttes, en fait. Arthur, quel retour vous percevez de la part de la jeunesse africaine en faisant, je vais dire, ce devoir de mémoire? Les jeunes africains sont très
ouverts et veulent apprendre. Ils veulent connaître plus. Moi, je parle des jeunes Africains présents déjà sur le territoire russe. Ils veulent apprendre plus sur l'histoire de la Russie, connaître l'histoire du pays où ils se trouvent et essayer de faire le rapprochement avec leur propre histoire. Pour le moment, c'est pas vraiment assez ça, mais dans les choses qui se font, laisse croire qu'à l'avenir, plusieurs choses seront faites. Vous parlez d'avenir. Quels sont vos projets? Nos projets au sein d'abord de la Maison de l'Afrique, c'est essayer de créer en fait un lien, essayer d'abord de réunir les différents Africains présents en Russie. Essayer de comprendre leur motivation, voir les différents petits projets que chaque Africain a et peut-être n'a pas peut-être où s'exprimer. Nous les essayons, nous les guidons et dans ce sens en fait. Nous recueillons d'abord les idées, les projets et ensuite nous essayons de voir dans quelle mesure accompagner les différents projets et les soumettre auprès des autres personnes. Quel est le message que vous passez justement lorsque vous êtes avec ces jeunes ou alors le message que vous passez aux jeunes Africains? Je dirais aux jeunes Africains de ne pas avoir peur de l'histoire et surtout de comprendre que les luttes, les victoires, elles s'arrachent. Comme cette journée que nous célébrons aujourd'hui, la commémoration de la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie. Ça nous rappelle que chaque victoire demande des sacrifices et chaque sacrifice devrait être l'objet de chaque jeune Africain aujourd'hui. Et Arthur, dans un autre registre, Siké a parlé de messages. Quel rôle peut jouer aujourd'hui la diaspora africaine présente ici en Russie pour renforcer les liens, les relations entre la Russie et le continent africain? Quel rôle peut jouer la diaspora africaine présente en Russie pour renforcer les liens? Je dirais la diaspora africaine en Russie peut déjà jouer le rôle de retour auprès de ceux qui sont encore en Afrique. Leur dire ce qu'ils ont vu en Russie et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter pour développer leur pays auprès de l'Afrique. Nous sommes très émerveillés de voir le développement qui est déjà en Russie et nous aimerions aussi avoir la même chose au sein de nos différents pays en Afrique. Je pense que ces Africains présents déjà en Russie pourront jouer le rôle de retour auprès des autres en Afrique et enseigner ce qu'ils ont appris et vu en Russie, en Afrique. Très bien, merci à vous Arthur Thiego pour d'avoir participé à ce programme, à cette édition spéciale et merci surtout pour le travail que vous faites et pour faire connaître la Russie aux Africains et faire connaître l'Afrique aux Russes. Merci à vous Arthur. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous.